En 1913, en Europe, la menace de la guerre est dans tous les esprits. En France, sous l'impulsion de Raymond Poincaré, le gouvernement fait porter la durée du service militaire à 3 ans. Le commandement français, sous la direction du général Joffre, se prépare à une guerre de mouvement dont les fantassins sont la pièce maîtresse. Ce choix tactique fera de 1914 l'année la plus meurtrière dans les rangs français. Le credo de l'état-major repose sur 2 piliers, l'offensive systématique et surtout la force morale des troupes pour triompher de l'adversaire. Les gaietés de l'escadron, adaptées de la pièce de Georges Courteline, mélangent tradition antimilitariste et patriotisme. Le sacrifice de l'officier et de ses hommes y est légitimé par la cause supérieure de la défense du territoire. À la même époque, on peut voir sur les écrans français l'expression d'un pacifisme sentimental où la guerre brise les familles. Enrôlés sous les uniformes français et allemands, 2 beaux-frères s'entretuent sur la frontière alsacienne. Maudite soit la guerre, tournée avec le concours de l'armée belge en 1913, propose une vision de la guerre future. Parmi les poursuivants de l'aviateur se trouve le frère de sa promise. Il ne le reconnaît pas et le tue. Cette superproduction sort à Paris 2 mois avant le déclenchement de la guerre, après bien des hésitations. On avait craint que son message pacifiste soit mal accueilli. À Berlin, le 1er mai 1913, Jean Jaurès apporte le mot d'ordre des socialistes français. Les prolétaires n'ont pas de patrie. On parle d'empêcher la guerre, mais le débat reste théorique, la guerre semble très éloignée. Sur les écrans à Berlin, on voit surtout l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, très fier de son armée dont il multiplie les parades. Forte de sa victoire de 70, l'armée allemande manifeste un grand sentiment de confiance en elle-même. Cette impression de force est trompeuse. En 1914, l'Allemagne se sent encerclée et vulnérable. La France à l'ouest, la Russie à l'est forment un étau menaçant. Son seul allié est l'Autriche-Hongrie, puissance affaiblie dans les Balkans l'année précédente et minée par des problèmes internes. La Grande-Bretagne est à la tête du premier empire du monde. Elle possède des colonies sur tous les continents, elle domine les mers, elle contrôle toutes les routes maritimes. En 1916, la propagande allemande dénonce l'Angleterre comme un pays de marchands un peu essoufflés qui, profitant d'une rente de situation ancienne, cherche par des moyens déloyaux à entraver les aspirations coloniales de l'Allemagne et à freiner le développement de son économie devenue la première d'Europe. En 1914, l'Allemagne prépare la guerre, mais contrairement à ce que montre ce film, pas avec l'Angleterre. L'entrée en guerre de l'Empire britannique bouleversera tous les plans de Guillaume II. Celui-ci avait tourné en dérision la petite armée de terre anglaise en 1914. Mais l'Angleterre va enrôler 2,5 millions de volontaires, sans compter les troupes des Dominions. Les Alliés comptent également sur l'immense armée russe, forte de 7 millions d'hommes, pour sceller le sort de l'Allemagne. Pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, annexées après la défaite de 71, personne en France n'est prêt à déclarer la guerre à l'Allemagne. Mais avec la montée des tensions, le souvenir des provinces perdues revient soudain au premier plan. En 1896, j'avais 7 ans. Je me souviens que derrière la chaire de ma vénérée maîtresse, Madame Bourzès, il y avait une carte de France. Et sur cette carte de France, on voyait une tache noire. Elle nous expliquait que c'était l'Alsace-Lorraine que nous avions perdue. Enfant, regarde sur ces cartes
ce point noir qu'il faut effacer. De tes petits doigts tu l'écartes, en rouge, il vaut mieux le tracer. Ce point, c'est toute une province que volèrent les Allemands. Pour calmer l'appétit d'un prince, les princes parfois sont gourmands. Le 1er août 1914, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie surprend tout le monde. 3 jours plus tôt, l'Autriche-Hongrie avait déclaré la guerre à la Serbie. À l'avant-veille, le tsar Nicolas II a décrété la mobilisation. Le surlendemain, l'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique. L'état-major allemand prévoit une défaite française en 3 semaines avant de se retourner contre l'armée russe. L'Allemagne avait planifié une guerre courte. Le jeu lui échappe. Le conflit s'étend avec l'entrée en guerre de l'Angleterre. Bien que la population allemande soit en majorité hostile à la guerre, l'annonce de la mobilisation emporte l'adhésion. En quelques heures, les courants pacifistes sont balayés par la mobilisation patriotique. À Berlin, la foule acclame la guerre. En province, la mobilisation est plus calme. La mobilisation enthousiaste de ce village français n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Dans les campagnes, c'est la tristesse et l'angoisse qui ont dominé à l'annonce de la mobilisation. Sarah Bernard, dans le rôle de la châtelaine du village, incarne les classes supérieures, où sentiment national et sens du devoir ne sont pas de vains mots. Un milieu qui jouera pendant la guerre un rôle d'encadrement déterminant. Dans les gares, la liesse sert d'exorcisme à la peur au moment du départ. Nous sommes partis avec la fleur au fusil, en chantant. D'ailleurs, on croyait bien que ça ne durerait que quelques semaines. Les 4 premiers mois de la guerre se soldent par 1 700 000 tués, blessés ou disparus. Inspirés de la guerre de 70, les combats à l'arme blanche sont surtout un fantasme de l'arrière. Dans la réalité, ce sont les mitrailleuses et les canons qui font la loi sur le champ de bataille. Très vite, on change de tactique. On abandonne la guerre de mouvement pour s'enterrer dans une interminable ligne de tranchées. Quant à la bataille, c'est justement ce qu'on ne pouvait pas filmer. Les caméras, entraînées par manivelle, devaient être placées sur des trépieds en dehors de la tranchée. Et monter sur le parapet, c'était s'exposer à être tué dans les 30 secondes. Ce document authentique, pris par un opérateur allemand, montre un assaut filmé de loin. C'est à peu près tout ce qui existe en images des combats de la Grande Guerre. La guerre finie, les combattants ont été obsédés par l'idée de témoigner. Leurs récits seront à l'origine des reconstitutions du cinéma parlant. Le commandant du bataillon, il rassemble le petit groupe qui était venu pour renverser. Son premier mot, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il nous a dit pour un commandant. Vous êtes venu ici pour crever. Là, son premier mot. C'était beau, ça. C'était rassurant, ça. Ouais. Vous êtes venu ici pour crever. Du village. Il est à nous. En avant le premier. En avant. Les scènes du film Les Croix de Bois ont été élaborées à partir de témoignages d'anciens combattants. C'est le cas aussi de 4 de l'infanterie ou de À l'Ouest, rien de nouveau. Ces films, tournés dans les années 30, proposent enfin une vision plus juste de la guerre.
Paradoxalement, c'est la fiction qui traduit ainsi le mieux la réalité. Ça fait la troisième fois qu'on attaquait, et le colonel il a dit « Mes enfants, nous allons apprendre en musique, cette colline. » Oui. Et ben, ça n'a pas été très joli. Quand ils se sont mis à jouer, ben, les Allemands nous ont répondu en nous envoyant une volée de shrapnel, de fusant, qui s'éclatait à hauteur. Et alors, à ce moment-là, ça a été un peu désemparé. Ma foi, il a fait sonner la charge. Et à ce moment-là, tout le monde s'est ressaisi. Puis j'ai monté, mais alors, c'était le carnage. Combien, oui. Combien de copains. Si je vous disais que la première fois qu'on s'est trouvé engagé, eh bien, d'après le règlement militaire, le lendemain on faisait l'appel, et alors ceux qu'on connaissait répondaient « mort pour la France ». On ne l'a fait qu'une fois. Une seule fois, parce que ça a traumatisé les autres. Vous savez, ça avait atteint le moral. C'était tellement pénible des gars, des copains, quoi, qui étaient morts. On savait qu'ils étaient morts. On ne verra jamais pendant la guerre les images des morts ou des blessés sur le champ de bataille. Le règlement militaire interdisait de les montrer, tout comme il interdisait aux soldats de posséder des appareils de photo personnels. Ils ne le verront pas. On va me laisser mourir. Je veux pas mourir. Un écart gigantesque apparaît entre le vécu des combattants et ceux de leurs proches ou de leur famille. Des passerelles, cependant, maintiennent miraculeusement des liens entre le front et l'arrière, par le biais du courrier et des permissions. Le cinéma de fiction exalte les valeurs familiales et fait du soldat une sorte d'icône dans les deux pays. Les films mettant en scène la guerre ne représentent qu'une part infime de la production, et n'ont guère de succès. Le public leur préfère de beaucoup les actualités. Les images du front parviennent régulièrement aux civils. Mais ce ne sont pas les premières lignes qui sont filmées, c'est l'arrière du front, ces tranchées de soutien de 3e ou 4e ligne. Comment pourrait-on autrement creuser de tels ouvrages lorsqu'on est à découvert? Tous les efforts de la propagande, à Berlin comme à Paris, tentent à montrer que la vie du combattant au front est supportable. Mais personne à l'arrière ne peut imaginer une mise en scène. Le cinéma est trop récent. Pour les spectateurs, ces images étaient extrêmement émouvantes. On cherchait son père, son frère, son oncle, son cousin, son fiancé ou encore son mari dans les images projetées sur l'écran. Le public était particulièrement impressionné par le regard des soldats vers la caméra. Il lui semblait que ce regard l'interpellait, le prenait personnellement à témoin. Alors que l'écrit est sujet à suspicion, tout ce qui est image filmée ou fixe apparaît à cette époque comme intrucable. L'image filmée, c'est la réalité. C'est pourquoi aussi les états-majors ont tellement censuré les images du front. On s'installe dans une guerre de longue durée. Plusieurs millions d'hommes, qu'il faut ravitailler en nourriture, armes et munitions, campent le long d'une ligne de front qui désormais s'étend sur 700 km, de la frontière suisse à la mer, en territoire français.
Dans les campements de repos, on ne se reposait pas en réalité. Quand on demande à de vrais soldats de jouer une fausse guerre, ils deviennent de faux soldats. Le reportage de guerre devient ainsi une pure fiction. On ne manque pas une occasion de justifier le bien fondé de la guerre. Le bombardement de la cathédrale de Reims par l'artillerie allemande en septembre 1914 inspire ce dessin animé anglais. Le bien et la civilisation sont du côté des Alliés, la barbarie et le mal sont du côté des envahisseurs allemands. Guillaume II incarne le diable. Et Lord Kirchner, le chef de l'armée des volontaires anglais, ne fera qu'une bouchée des Allemands. La certitude absolue du bien fondé de la guerre et une haine anti-allemande de caractère ethnique façonnent une culture de guerre et révèlent les sentiments profonds d'une grande partie de la société française. Mobilisée sur le front idéologique, Sarah Bernard va prêter sa voix à un texte de propagande particulièrement virulent. Ce docteur plein de haine et de rébellion, ils voient de leur pays où se fait exilés. Un jour, par des guerriers nouveaux fils de la nuit, comme ils l'ont fait chez nous, leurs temples soient détruits, leurs enfants mutilés et leurs femmes violées. Vous qui voyez, Seigneur, leur âme jusqu'au fond, ne leur pardonnez pas. Ils savent ce qu'ils font. Abreuvez-les de pleurs. Faites rien n'efface l'horreur du crime dont palpite l'univers. Doublez pour eux les maux dont nous avez souffert. Frappez-les, ô Seigneur, d'une main jamais lasse, jusqu'au jour où, pour délivrer l'humanité, votre juste vengeance en sa pure équité, du monde jamais abolira leur race. Une fois, j'ai commencé à avoir un doute. On avait fait une fête pour les blessés du lycée. Et alors, les raccommodeuses de chaussettes avaient été invitées et nous étions au bas de la scène. Et alors, il y avait une actrice très belle qui chantait, et à un moment, elle s'accrochait au drapeau, elle embrassait le drapeau, et puis elle se mettait à genoux. Oh, alors nous étions toutes émues, pleurantes, et j'ai pensé que les pauvres blessés derrière devaient être tellement transportés d'admiration et d'amour. Alors je me retourne, et je les vois, ils font comme ça, qui rigolent, qui n'en pouvaient plus. J'ai commencé à me dire, est-ce qu'il y a adaptation ou inadaptation entre la dame de nous et les blessés? Dans le monde combattant, cette propagande de l'arrière, dont il partageait cependant les valeurs, passait fort mal et était souvent reçue comme une insulte par les soldats. La réalité de la guerre est infiniment plus complexe. Des deux côtés du no man's land, les soldats cherchent à diminuer le niveau de violence. Loin des états-majors, on essaie tacitement de limiter la casse. Au Bois-le-Prêtre, à un endroit où le secteur était très tranquille, les tranchées allemandes étaient à 40 mètres des nôtres. Entre les deux tranchées, il y avait des piquets avec un réseau de fils de barbelés très épais. Alors comment pouvait-on planter des poteaux et mettre du fil de fer entre deux tranchées ennemies? Ben, fallait bien qu'il y ait accord. Eh bien oui, il y avait accord. La nuit, on sortait des tranchées, on faisait signe avec un mouchoir blanc, on sortait des tranchées, les Allemands sortaient des leurs, et on se tenait les poteaux, on tapait dessus, on enfonçait les poteaux, on mettait des fils de fer barbelés, et même on échangeait entre les Allemands et nous des boules de pain, on leur donnait du pain et eux ils nous donnaient du tabac. Voilà la guerre.
Les petites femmes sont admirables et toutes semblables à des oiseaux. Elles agitent leurs doigts mignons et frêles comme les ailes de passereaux. La fine menotte, coupique tricote, quand elle se coiffe aussi, en faisant comme ceci, leurs gestes sont toujours jolis. Quand elle joue de l'éventail. Le commandement se complaît à mettre en valeur la manière dont on s'occupe des loisirs du soldat. Compte tenu de leur souffrance affective et sexuelle, les soldats sont fascinés par tout ce qui vient de l'arrière, en particulier par les femmes. Ils se prêtent volontiers au jeu de la caméra. Je le proclame, les mains de femmes sont les bijoux dont je suis fou. En même temps, les combattants ressentent une sorte d'exaspération envers ces gens de l'arrière, envers ces chanteurs et ces cocottes qui viennent se faire filmer ou photographier. Constamment chaperonnés par les officiers, les artistes, eux, ne se rendent compte de rien. Pour être crédible, le théâtre aux armées doit être près du front. Un fumigène symbolisera une explosion d'obus destinée à impressionner le public de l'arrière. Dans les années 1915-1916, sont produits quelques films de fiction, mettant en scène la vie des militaires en marge d'une guerre invisible. Le thème du soldat trompé par son épouse, resté seul à l'arrière, est évidemment sujet tabou. L'imagerie réduit les souffrances du soldat au manque de femmes et brode sur des images idéales qui ne tiennent pas compte des bouleversements de l'arrière. Les femmes conducteurs de tramway. La réalité, comme l'image, marque fortement les esprits. Certes, les femmes n'avaient pas attendu la guerre pour entrer sur le marché du travail. Elles y sont rentrées plus massivement et surtout, elles ont accès à des métiers nouveaux, d'où cette impression d'une explosion du travail féminin. La femme française pendant la guerre est produit en 1917 par les services cinématographiques des armées. Le film s'attache à valoriser le rôle social des femmes pour justifier le maintien sur le front de millions d'hommes dont l'industrie reste privée. En 1918, en plus des emplois traditionnellement féminins en usine, l'industrie de l'armement emploiera en France près de 430 000 femmes à des tâches en général peu qualifiées. Le film impressionne beaucoup et la presse célèbre les munitionnettes, en oubliant de mentionner qu'elles sont embauchées avec des salaires de misère, ce qui ne va pas manquer d'entraîner des grèves à plusieurs reprises. On a beaucoup parlé d'émancipation des femmes. On peut se demander si le travail en usine représente vraiment une émancipation. Pour financer l'effort de guerre, en Allemagne comme en France, les gouvernements font marcher les planches à billets et organisent l'inflation. On a recours à des souscriptions volontaires. Dans les deux pays, l'argument clé est la souffrance du soldat, formidable instrument de culpabilisation pour tous ceux qui ne montent pas au front.
Au début, on comptait mener la guerre de façon classique, avec l'utilisation des stocks. Après quelques mois, les stocks étaient épuisés. Dès la fin de 1914, la production et la consommation des armements, sur des distances de front immenses, font accaparer tous les moyens de production des puissances européennes. La guerre totale entraîne l'utilisation d'armes nouvelles, les gaz asphyxiants apparus en 1915 et les chars en 1916. La guerre consomme une masse énorme de munitions. Pendant la bataille de la Somme, 1 500 000 obus seront lancés par les Alliés en une semaine. Pendant les 7 premiers mois de la bataille de Verdun, 23 millions d'obus, soit 100 000 par jour, sont tirés par les Français. Avec la modernisation et la mécanisation de la machine de guerre, les moyens de destruction font un bond technologique. On n'est pas peu fier de montrer les images du 400 mm, le calibre nécessaire pour écraser les réseaux de barbelés avant l'assaut. Avec la guerre industrielle, le nombre des pièces d'artillerie disponibles est devenu plus important que le nombre des hommes engagés. Le film allemand « La guerre des tranchées » met en scène des combats de première ligne. Tout est fait pour donner encore une impression acceptable aux spectateurs de l'arrière. On lance des grenades, on tire, mais on ne donne pas la mort. On fait même des prisonniers. Dans ces bourbiers ignobles des premières lignes, où des centaines de milliers de cadavres se dissolvent dans la boue, l'esprit chevaleresque n'a plus guère le droit de citer. On tire sur les blessés, on tire sur les brancardiers, et l'abandon des blessés par leurs propres unités est pratique courante. Dans un assaut, on n'approche pas si près des mitrailleuses, avec des groupes aussi compacts, avec d'aussi belles lignes. À cette distance, cela fait très longtemps que tout le monde devrait être mort. Ce type d'image donne une vision plutôt aseptisée du champ de bataille. La mise en scène de la violence est tellement insuffisante qu'elle n'a rien à voir avec la réalité. Les derniers 17 soldats qui étaient restés autour de moi dans un élément de tranchée perdu avaient été tous soit tués, soit blessés par l'éclatement d'un obus de rupture énorme. Et je n'ai pu qu'aller rendre compte à mon chef de bataillon, lui disant « À votre disposition, je suis tout seul ». Miraculeusement, j'étais le seul indemne. Eh bien, dans cette immense détresse, sans que j'ai rien voulu provoquer, c'est un peu, vous savez, qu'on raconte des agonisants qu'ils revoient passer des images de leur vie, eh bien, spontanément, j'ai revu des images de mon pays, de mon terroir, la vallée de la Loire, un étang, la plaine de Beauce, sous un crépuscule d'été. Et puis, j'entendais aussi, je n'entendais plus le bombardement, j'entendais frémir, par exemple, les feuilles des touffes d'osier au bord de l'eau. Et je me sentais paradoxalement, merveilleusement libre. Je me foutais de toute cette ignominie. En novembre 1917, Clémenceau arrive au pouvoir, avec un programme de guerre à outrance et de chasse aux défaitistes. La France est au fond du trou. Toutes les offensives se sont épuisées à coups de centaines de milliers de morts et ont provoqué des mutineries. La guerre industrielle paralyse toute initiative stratégique. Le front principal est immobilisé. Dès le début de la guerre, Hindenburg, avec des troupes pourtant inférieures en nombre, avait écrasé l'armée russe et reconquis la Prusse orientale. En 1917, il est sacré sauveur du territoire. Les actualités allemandes lui rendent un hommage grandiose à l'occasion de ses 70 ans. L'Allemagne a atteint ses buts de guerre sur le front Est et le nouveau pouvoir soviétique négocie la paix. L'armée allemande ne se bat plus que sur un seul front. Mais les camps alliés se renforcent, les États-Unis entrent en guerre. Un film comique américain fait le point de la situation.
Réalisé en 1937 sous contrôle nazi, ce film met en scène les fantasmes allemands du gai Paris. Il reprend aussi un argument de la propagande de 1914. Comment la France, qui ose critiquer la barbarie allemande, peut-elle prétendre porter le flambeau de la civilisation alors qu'elle enrôle des troupes noires africaines dénoncées ici comme primitives? À Paris, après 3 ans de guerre, en apparence, la vie continue. Ces apparences exaspéraient les soldats en permission qui considéraient qu'il y avait à l'arrière, dans les villes, une futilité intolérable. Mais il est des choses que les images ne peuvent montrer. Tous ces gens ont quelqu'un de leur famille au front et vivent dans l'angoisse quotidienne du courrier. Le deuil est massivement présent dans les familles. En revanche, ce qui est visible, c'est une petite révolution qui s'est produite dans la mode féminine. Les femmes se coupent les cheveux et les jupes raccourcissent. Vie active oblige. Les permissionnaires, qui étaient restés de longs mois sur le front, coupés de tout, sont stupéfaits de cet événement qui symbolise à leurs yeux plus qu'un changement de mode, un changement d'époque. À Berlin, les comédies d'Ernst Lubitsch rencontrent un succès croissant. Il incarne dans un de ses films un arriviste cynique et rusé, symbole d'un nouveau type de réussite sociale, le nouveau riche, le profiteur de guerre. Le phénomène est international, mais dans une Allemagne asphyxiée par le blocus maritime, il est très mal vécu. Les tentatives de moralisation, comme celle d'interdire le tango, sont vite abandonnées. Il faut bien des distractions pour soutenir le moral des populations. En effet, la pénurie et la disette s'installent dans les grandes villes. L'état-major a choisi de sacrifier les populations civiles à l'approvisionnement du front. Les films de guerre ne font pas recette sur les écrans et ne représentent qu'une part infime de la production. Le public leur préfère les films d'évasion. Confondant souvent fête et insouciance, les contemporains ont l'impression d'un relâchement considérable des mœurs. Avec la désorganisation complète du marché intérieur, la société allemande se fragmente. L'idée que la guerre est faite par les gens du bas de l'échelle pour ceux d'en haut a fini par s'imposer. Le film de propagande appelle à la rescousse un héros de la mythologie allemande, Siegfried, pour galvaniser la nation dans un dernier effort de guerre. Mais après l'échec de 4 offensives successives, la réalité est amère. En octobre 1918, la population allemande est stupéfaite d'apprendre que le gouvernement négocie l'armistice. Une réaction contre les élites militaires va provoquer l'effondrement du gouvernement impérial. Le 10 novembre, à Strasbourg, les soldats allemands célèbrent l'abdication du Kaiser et fraternisent avec la population. Ces images surprenantes annoncent un renversement complet de situation. Les manifestants se mettent en scène eux-mêmes. Les actualités redeviennent reportages. Les images basculent dans la réalité et témoignent pour l'histoire. À Munich, dès le 7 novembre 1918, le roi de Bavière avait abdiqué. La foule et la troupe en armes, organisées en comité de soldats, investissent les bâtiments publics, occupent la rue et proclament la République. Ces images d'actualité font penser fortement au début de la révolution russe. Derrière les apparences d'une révolution socialiste, parallèlement aux conseils ouvriers, une administration républicaine se met progressivement en place, écartant du pouvoir l'aristocratie militaire et l'administration impériale. Tout avait commencé quelques jours plus tôt dans le port de Kiel, où la flotte allemande était restée clouée durant toute la guerre. L'amirauté avait décidé un baroud d'honneur contre la flotte anglaise. Cette opération suicide est rejetée par les marins qui se mutinent, tandis qu'un conseil d'ouvriers prend le contrôle du port. Ces événements vont raffiner la légende selon laquelle l'armée allemande n'a pas été vaincue militairement, mais par un coup de poignard dans le dos, donné par l'ennemi intérieur. Pressés d'aller vite,
car il craint que la chute de l'Empire ne se transforme en révolution socialiste, le gouvernement républicain accepte l'ensemble des conditions draconiennes de l'armistice. 2 mois plus tard, à l'exemple de la révolution russe, Karl Liebknecht tente avec le mouvement spartakiste une insurrection révolutionnaire. Il ne trouvera qu'un soutien limité dans le monde ouvrier. Le gouvernement social-démocrate, pour réprimer l'insurrection, a fait appel à l'armée régulière et au corps franc. Ces unités de soldats s'étaient constituées autour de chefs qui n'avaient pas accepté la défaite. Ils vont continuer leur guerre contre l'ennemi intérieur. Une fois encore, il s'agit d'une mise en scène, celle du retour à l'ordre. L'insurrection spartakiste sera écrasée dans le sang. La fête immense est à la mesure des souffrances endurées pendant 4 années. L'attente quasi religieuse de la victoire touche à sa fin dans le camp des Alliés. Les arrière-pensées sont écartées, les doutes ne viendront que plus tard. À Berlin aussi, les soldats à leur retour du front sont accueillis comme des vainqueurs. Il est vrai que l'armée allemande n'a pas été détruite et qu'il n'y a pas eu un carreau de cassé en Allemagne du fait de la guerre à l'Ouest. Ces images, diffusées dans toute l'Europe, font choquer l'opinion publique des pays alliés. Ceux-ci sont bien décidés à faire payer à l'Allemagne des dédommagements énormes en compensation de leur endettement financier et de la ruine économique des régions dévastées. L'attitude des pays vainqueurs nourrit les germes d'un nouveau conflit. « 9 millions de morts, 21 millions de blessés dans toute l'Europe. La fracture en le siècle produite par la guerre se traduit par le poids insupportable des morts sur les vivants. C'est ça qui est inexpiable. Un homme de 30 ans, quand il se retourne sur sa route, il doit voir autour de lui des images de compagnons et de compagnons vivants. Eh bien, nous, à 30 ans, quand nous nous retournions, nous ne voyons plus que des fantômes, nous ne voyons plus que des jeunes morts. Et cela, c'est un par-delà.